Vous écoutez La Voix de la Jeunesse sur Étincelle Radio. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui à Étincelle Radio, pour notre supplément, nous avons un invité spécial, un entretien avec Laurent Séguin, un chercheur du collectif Montferrand, un institut d'études en historiographie. Notre premier entretien porte sur l'anniversaire de la loi des mesures de guerre et le second entretien va porter sur le programme Pro-Funk du gouvernement fédéral. J'espère que vous allez le trouver tout aussi intéressant que l'équipe d'Étincelle Radio, on l'a trouvé. Ce qu'il y a d'assez intéressant présentement dans toute cette histoire de l'anniversaire de la crise d'octobre ou dans tous les anniversaires de toute manière qui se passent de grands événements dans l'actualité, c'est toute la désinformation médiatique qui est faite autour de à ces occasions-là. Comme pour le 40e anniversaire de la proclamation de la loi des mesures de guerre, les médias avaient sorti tout le plan secret de la GRC qui s'appelait le nom de code Pro-Funk pour détenir pour une période indéfinie et interner des milliers de Canadiens. Les reportages laissent entendre que les agissements de la police au-dessus du pouvoir civil seraient une chose du passé. Selon l'émission préparée conjointement par Radio-Canada et CBC, le plan secret appelé Pro-Funk permettait à la police d'arrêter et de détenir pour une période indéterminée des citoyens canadiens soupçonnés d'être des sympathisants communistes. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un gouvernement canadien approuve un plan pour arrêter des milliers de citoyens et de les enfermer tout simplement parce qu'ils sont perçus comme une menace pour la démocratie canadienne. C'est ce que les médias essayent de nous faire réaliser. Mais cette tentative de présenter les événements d'octobre 70 et le programme Pro-Funk comme quelque chose d'imaginable aujourd'hui et les descentes et les arrestations massives comme le fait de policiers un peu trop zélés dans le temps échoue lamentablement devant la réalité des arrestations et des descentes massives et des agissements illégitimes de la police avec la pleine sanction des tribunaux avant et après les manifestations contre, rappelez-vous, le G8 ou le G20 à Toronto, à Québec, n'importe où. C'est une affirmation étonnante quand tout le monde sait maintenant que le Canada a livré des citoyens et des résidents canadiens à la torture et maintient des listes d'interdiction de vol sur lesquelles apparaît le nom de milliers d'individus soupçonnés d'allégeance terroriste du simple fait qu'ils sont musulmans, pakistanais ou arabes, ou professent des opinions contraires à celles du gouvernement. La proclamation de la loi des mesures de guerre en 70 et les choses révélées au sujet de Pro-Funk qu'on présente comme le programme de sécurité nationale le plus draconien de l'histoire du Canada en temps de paix sont présentées comme des anomalies, des écarts par rapport à la démocratie canadienne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, ce qu'il faut examiner à la lumière de ces événements, ce n'est pas le passé, mais le présent. Et le faux débat qu'on nous propose à propos du passé cache que les pouvoirs policiers continuent d'être au-dessus du pouvoir civil. Les événements d'octobre 70 et tous les programmes ne sont pas des exceptions à la règle. Ils sont la manifestation de la vraie nature de la démocratie canadienne. La seule différence est que dans le passé, les libertés civiles étaient suspendues occasionnellement, alors que maintenant, un état d'urgence permanent a été déclaré au nom de la guerre à la terreur et que cela sert à justifier une redéfinition de la démocratie avec l'état d'exception comme nouvelle norme. Certains éditorialistes sont allés jusqu'à dire que la majorité des Canadiens préfèrent la paix, l'ordre et le bon gouvernement, même s'il faut pour cela renoncer aux libertés civiles. S'il faut sacrifier les droits civils à la paix, l'ordre et le bon gouvernement, que valent la paix, l'ordre et le bon gouvernement? Ou bien ils ne valent rien, ou bien ils sont un régime dans lequel les pouvoirs policiers sont au-dessus du pouvoir civil et ce sont les pouvoirs policiers qui décident quand les droits peuvent être suspendus. Il y a un débat, supposément, sur le besoin d'un équilibre entre les droits et la sécurité. Qu'est-ce qu'un droit s'il peut être suspendu? Qui décide des conditions justifiant la suspension de ce droit? Selon la Charte canadienne des droits et libertés, tous les droits sont soumis à des limites raisonnables. Autrement dit, vous avez des droits, sauf quand vous en avez besoin. C'est contraire à la définition même d'un droit appartenant à son détenteur du fait de son existence en tant qu'être humain.
un droit qui ne peut être ni échangé, ni abandonné, ni enlevé, mais seulement affirmé et appliqué. Même sans pouvoirs spéciaux au Canada, le droit de conscience est attaqué de façon routinière. Loin d'être un écart par rapport à la norme, la persécution, l'arrestation et l'emprisonnement de militants du mouvement communiste et ouvrier font partie de ce qu'on appelle la démocratie canadienne. Durant la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, bien que l'existence du Parti communiste et l'appartenance au Parti communiste n'étaient pas considérées comme des infractions au code criminel, la démocratie anglo-américaine a déclaré que le communisme était ennemi de la démocratie. C'est sur cette base-là que la GRC a dressé des listes de milliers de communistes et de sympathisants communistes qu'elle voulait détenir indéfiniment. Tout cela montre que les prétendues sauvegardes qu'on appelle libertés civiles, qui sont censées nous protéger contre les abus et l'impunité des pouvoirs policiers, sont toujours sujettes à des limites raisonnables. Mis à part la persécution des forces progressistes, le droit des travailleurs sont brimés par des lois de retour au travail. De plus, dans certaines conditions, des circonstances exceptionnelles sont invoquées pour justifier l'utilisation d'instruments comme la loi sur les mesures de guerre, comme pour la persécution du mouvement communiste et ouvrier durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'expropriation des flottes de pêche et des maisons des Japonais sous prétexte d'internement et en octobre 1970. Tout cela révèle le caractère de classe des institutions démocratiques que ces faux débats cherchent à cacher et que tant que la souveraineté réside dans la prérogative de la couronne, représentant les monopoles et défendant leurs intérêts, plutôt que dans le peuple, comme le veut la démocratie moderne, la situation ne fera qu'empirer. Le fait que des ministres de la Justice n'étaient même pas au courant de l'existence du programme Pro-Funk, comme l'ont admis Warren Allman et Robert Kaplan, tous deux ministres de la Justice des gouvernements Trudeau, montrent le mépris de cette prérogative pour le pouvoir civil. La proclamation de la loi des mesures de guerre en 1970 montre non pas que la police était au-dessus du pouvoir civil dans le passé, mais que ce qu'on appelle le pouvoir civil est en fait une forme de pouvoir policier au service du pouvoir des monopoles et de leurs intérêts au pays et à l'étranger. Les méfaits et les crimes de la GRC ayant été exposés dans les années 70, en 1983, le gouvernement canadien a déposé un projet de loi créant le Service canadien de renseignement de sécurité pour retirer les opérations de sécurité des mains de la GRC. Le SCRS a été créé en 1984, mais cela n'a rien changé le fait que la police agit au-dessus du pouvoir civil, qui a à voir avec l'essence de la démocratie canadienne. Bien au contraire, le SCRS et les autres agences policières n'ont jamais cessé d'agir au-dessus du pouvoir civil, comme on l'a vu dans l'affaire de Maher Arar et dans d'autres cas où le Canada est impliqué dans la torture, la déportation vers la torture et autres crimes contre l'humanité. Dans les cas de détenus afghans qui ont été remis aux autorités américaines et soumis à la torture, un peu après l'engagement du Canada dans l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis. Selon une note de service de l'époque qui a été depuis rendue publique, le premier ministre ne devait pas être mis au courant de certains accords secrets entre les forces spéciales du Canada et des États-Unis. À cet égard, notons que CBC et Radio-Canada ont révélé toutes sortes de choses au sujet du programme Pro-Funk, mais ils n'ont pas parlé de l'intégration actuelle des services policiers et des renseignements et des forces armées du Canada et des États-Unis. Sans compter l'information qui est transmise aux services d'espionnage américains pour placer des Canadiens sur des listes d'interdiction de vol, des gens soupçonnés d'être des terroristes et qui peuvent être soumis à la torture, etc. Tout cela montre que le programme Pro-Funk concerne le présent, pas le passé. C'est un phénomène qui appartient à la catégorie du terrorisme d'État et non à la démocratie. On en vient à se demander quelle est donc l'essence de la démocratie canadienne. Le sacrifice des droits civils sur l'autel du droit de monopole, de la sécurité, de l'intérêt national et des valeurs n'est pas un écart par rapport à la démocratie canadienne, mais l'essence même de cette démocratie. Aujourd'hui, la guerre à la terreur a transformé toutes les libertés civiles en dommages collatéraux. Les gouvernements enfreignent le droit public avec arrogance et déclarent que les monopoles ont un accès illimité aux richesses et au travail des Canadiens. On en vient à se demander quelle est l'essence de la démocratie canadienne.
Le sacrifice des droits civils sur l'autel du droit de monopole, de la sécurité de l'intérêt national et des valeurs n'est pas un écart par rapport à la démocratie canadienne, mais l'essence même de cette démocratie. Aujourd'hui, depuis qu'on a transformé toutes les libertés civiles en dommages collatéraux, les gouvernements enfreignent le droit public avec arrogance et déclarent que les monopoles ont un accès illimité aux richesses et au travail des Canadiens. Au nom de la sécurité nationale, de l'intérêt national et des valeurs, les monopoles exercent leur règne en toute impunité et on assiste à la militarisation et à la fascisation de tous les aspects de la vie. Pour prendre un exemple qui a été marquant parce qu'il est passé devant les tribunaux, ça a pris du temps, mais lors des protestations contre le G8 et le G20 à Toronto, la ville a été militarisée puis plus d'1 milliard de dollars ont été dépensés pour la sécurité et plus de 1100 personnes ont été arrêtées. La Cour suprême a statué récemment que les Canadiens n'ont pas le droit à la présence d'un avocat quand ils sont interrogés par la police. Les droits Miranda, selon les tribunaux, sont un arrangement américain et non canadien. En une autre occasion, la Cour suprême a déclaré que les droits d'Omar Khadr ont bel et bien été violés quand il a été torturé. Les preuves obtenues sous la torture ne sont pas admissibles parce que la torture est illégale en toutes circonstances. Les pouvoirs de prérogative du premier ministre lui permettent cependant de garder toute chose secrète au nom de la sécurité nationale et sur la base de la preuve secrète, il doit faire ce qu'il juge la meilleure chose à faire. Tout cela est fait pour permettre un régime d'impunité et le modus operandi est le même que par le passé. L'État, au-dessus du pouvoir civil, s'affaire à créer l'hystérie au sujet de supposés anarchistes, terroristes, afin de criminaliser la dissidence. L'opposition politique à la mondialisation néolibérale et à ses institutions telles que le G8, le G20, est accueillie par des gaz lacrymogènes, des balles de caoutchouc, le confinement de manifestants, l'imposition d'endroits désignés comme seul lieu de protestation légale et des arrestations massives. Un manifestant s'est fait dire récemment que s'il refuse de signer et de respecter les conditions de sa libération sous caution, il est libre de le faire, mais il sera placé en cellule d'isolement pour une période indéfinie. Tout cela est le propre d'un État policier et non d'une démocratie digne de ce nom. En une autre occasion, une personne d'origine rom, n'appartenant à aucun État, et que le gouvernement voulait déporter, s'est fait dire que si elle n'acceptait pas de son gré d'être déportée, comme l'exige le droit international lorsqu'une personne n'appartient à aucun État, elle passerait le reste de ses jours en prison. La détention pour une période indéfinie est interdite par le droit international, mais rien ne l'empêche au Canada. Au Canada, la GRC et le SCRS, les autres agences de police et les tribunaux ont couramment recours à des méthodes illicites. L'espionnage, le terrorisme organisé par l'État et l'impunité sont des choses courantes. Dans la situation où la police est au-dessus du pouvoir civil, les musulmans sont mis sous pression de déclarer leur loyauté, comme à l'époque des serments de loyauté de McCarthy aux États-Unis. À tel point que s'ils sont accusés de déloyauté, s'ils refusent de déclarer leur appui à cette guerre illégale contre l'Afghanistan, l'opposition au sionisme, à l'agression et aux crimes de guerre d'Israël et à l'appui matériel et moral du gouvernement canadien aux méthodes de châtiment collectif de la population de Gaza est criminalisée. Que ce soit les certificats de sécurité, les lois antiterroristes, les attaques contre les réfugiés qui se font traiter de terroristes, la nouvelle norme maintenant est d'essayer de faire accepter une conception de la primauté du droit qui repose sur un état d'exception permanent où les agences de police et les forces spéciales sont aux commandes et le pouvoir civil est sans pouvoir. L'armée permanente et la police jouent ce rôle partout où le pouvoir souverain ne réside pas dans le peuple. Pro-Funk, le plan secret du Canada pour des détentions pour des périodes indéterminées. Les émissions de Fifth Estate de CBC et Enquête à Radio-Canada ont révélé l'existence d'un plan pour détenir indéfiniment lors de situations d'urgence nationale des milliers de Canadiens soupçonnés d'être des communistes ou des sympathisants communistes. Le Pro-Funk, pour Prominent Functionary of the Communist Party, principaux membres du Parti communiste, est un plan ultra-secret développé en 1950 par le commissaire de la GRC, Stuart Tyler Wood.
Il contenait une liste de 16 000 personnes soupçonnées d'être des communistes et de 50 000 sympathisants qui devraient être espionnés et possiblement internés pour une période indéfinie. L'émission de la CBC décrit Pro-Funk comme un des programmes de sécurité nationale les plus draconiens que le Canada ait connu en période de paix. Selon la CBC, les personnes sur la liste pouvaient être détenues indéfiniment, subir des châtiments sévères et être abattues si elles essayaient de s'enfuir. Les listes comprenaient des personnalités canadiennes bien connues et des gens ordinaires, hommes, femmes et enfants, dont l'identité était gardée secrète dans des enveloppes scellées gardées dans les bureaux de la GRC. Un formulaire d'arrestation, appelé le C-215, était créé pour chaque détenu potentiel. Selon la CBC, les filières mentionnaient des détails personnels comme l'âge, une description physique, des photos, de l'information sur la voiture de la personne, sur son logis, et même les issues pouvant être utilisées en cas de tentative de fuite. La liste des personnes visées comprenait même le nom des enfants, des hommes et des femmes à arrêter. L'information aurait été maintenue à jour de 1950 jusqu'en 1983, lorsque le programme a été démantelé. Le Pro-Funk prescrivait à la GRC d'entreprendre des descentes massives lors du jour M, ou journée de mobilisation. On préparait secrètement des chefs de police en vue de cette journée. Le plan comprenait des équipes spéciales qui devaient être déployées dans les quartiers résidentiels, y prendre leur position et arrêter leurs cibles, qui seraient alors transportées vers des centres d'accueil et de là vers des prisons permanentes ou des centres d'internement. À Toronto, on devait utiliser la Casa Loma, à Port-Arthur en Ontario, un club western et un parc d'attractions à Regina. Les hommes devaient être envoyés dans des camps partout au pays, tandis que les femmes iraient dans 2 ou 3 endroits sur la péninsule du Niagara ou à Kelowna, en Colombie-Britannique. Les enfants devaient demeurer avec les membres de leur famille ou avec leurs parents en internement. La CBC rapporte que les détenus devaient être punis sévèrement s'ils enfreignaient les règles du camp, comme celui-ci par exemple. Citation. Aucun détenu n'a le droit de parler à quiconque n'est pas un officier de garde ou un membre du personnel, à moins que les règles ne le permettent ou qu'un officier lui ait donné une permission spéciale. Fin de la citation. L'information amassée par le Pro-Funk a été utilisée lorsque la loi des mesures de guerre a été décrétée en 1970. Trudeau a alors déclaré un état d'insurrection appréhendé, bien que, selon le lieutenant à la retraite Julien Giguère, le chef de l'escouade antiterroriste de la police de Montréal à l'époque, la police n'avait que 60 noms sur la liste des personnes soupçonnées d'être des sympathisants du FLQ. Cette liste est apparue insuffisante pour justifier un état d'insurrection appréhendé. Selon le lieutenant retraité, la Sûreté du Québec et la GRC ont alors fourni plus de noms, ce qui a mené à près de 4000 perquisitions et 500 arrestations. Même le solliciteur général responsable de la GRC ignorait le plan. Robert Kaplan, qui a été solliciteur général de 1980 à 1984, a été interviewé dans les 2 émissions. C'est lui qui aurait mis fin au programme par inadvertance en 1983, quand il a ordonné à la GRC d'arrêter toute activité limitant l'entrée de Canadiens âgés aux États-Unis. Kaplan a dit que c'est l'émission Fifth Estate qui l'a mis au courant de l'existence du programme. Il a confié à la CBC qu'il n'en revient pas d'apprendre que le gouvernement canadien a été impliqué dans le programme. « Je ne peux pas croire, a-t-il dit, que le programme a reçu une autorisation gouvernementale. Si cela ne prouve pas que la police au Canada est au-dessus du pouvoir civil, que faut-il d'autre comme preuve? » Je trouve ça super intéressant. En tant que tel, est-ce que tu peux nous donner plus d'explications sur en quoi consistent ces centres d'accueil-là et ces camps d'internement du Pro-Funk? C'est d'une perspective plus contemporaine, de la part d'un jeune, c'est difficile de visualiser où est-ce que ça se passerait, puis même si des choses, pourquoi et comment des choses comme ça peuvent se passer dans le Canada du 21e siècle ou du 20e siècle. Oui, c'est en effet assez difficile à concevoir, à imaginer ce que ça pourrait avoir l'air, mais je peux pas dire ce qui est pas dans le rapport, ce qui est pas dans les documents comme tel. Mais le plan, bien qu'il ait été modifié au fil des années, un document de 1951 donnait la liste suivante des centres d'accueil et des camps d'internement à être établis à l'échelle du pays.
Là, il faut se remettre dans l'époque de 1951, fait qu'il y a des institutions des affaires qui n'existent plus du tout. Donc, à Halifax, c'était les quartiers généraux de détention d'Immigration Canada. À Montréal, c'était le refuge opéré par le ministère du Travail. Je ne sais pas si c'est le ministère du Travail du Québec, mais on sait ce qui est arrivé en 1970 au ministre du Travail. À Toronto, c'était la Casa Loma. À Winnipeg, c'était l'école normale. À Port-Arthur, en Ontario, c'était le club western de Port-Arthur. À Regina, c'était le parc d'attractions. À Edmonton, c'était les quartiers généraux d'Immigration Canada. À Calgary, c'était l'édifice de Northern Electric. À Vancouver, c'était l'édifice de l'Immigration Canada. Puis les camps d'internement comme tels, à Kelowna, en Colombie-Britannique, un camp pour femmes seulement pour loger 400 internés de la Colombie-Britannique et des Prairies. À Chilliwack, en Colombie-Britannique également, un camp pour hommes seulement pour 400 résidents de la province. À Lethbridge, en Alberta, un camp pouvant loger 400 hommes des 3 provinces des Prairies. À Naze, en Ontario, un camp pour 400 hommes de l'Ontario. Dans la péninsule du Niagara, dans la région de Saint-Thomas ou de London, un camp pour 400 femmes de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. À Saint-Gabriel-de-Brandon, au Québec, un camp pour 400 hommes du Québec et des Maritimes. Et puis à Parry Sound, en Ontario, un camp pouvant loger un nombre non spécifié de détenus. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.